L'Esprit de Genève de Robert de Trat, préface d'Alfred Dufour aux éditions L'Âge de l'Homme. Préface. Je viens de lire cet ouvrage paru en 1929. C'est un classique. Seuls quelques chapitres médians qui décrivent, et critiquent d'ailleurs, les méthodes de la Société des Nations, peuvent nous paraître hors de saison. S'il est vrai que le spectacle des Nations Unies réduit à peu, sinon à rien, les espoirs que de Trat se faisait une vertu et même une raison d'entretenir, malgré toutes ses méfiances et toute la précision d'un regard souvent railleur ou amusé. Mais l'ouverture et la longue conclusion forment ensemble un essai politique dont je ne vois pas encore l'égal dans notre époque. Il en est de plus efficace, non de plus juste, et peu de plus actuel dans la durée de nos problèmes fondamentaux. On y reviendra. Comme on est revenu à l'esprit de conquête de Benjamin Constant, malgré le style parfois pompeux et apprêté de cet opuscule, quand de Trat reste vif, naturel et concis. C'est dans le fédéralisme qu'il voit la base de l'international moderne. C'est de la nécessité, plutôt que d'une mystique, qu'il attend la refonte de l'Europe. C'est par la civilisation grecque et chrétienne, et Rome n'a fait qu'amplifier et parfois corrompre ces termes essentiels, que l'Europe est devenue patrie de la personne. Je ne vois pas une phrase dans cet essai final, animé par un long mouvement d'éloquence lucide et sereine, qui ne porte encore mieux sur notre temps que sur celui de sa naissance, 1929, je le répète. Ces propos de Denis de Rougemont, écrits en 1952, au lendemain de la mort de Robert de Trat, qui est né en 1884 et décédé en 1951, forment la plus pertinente des présentations de l'Esprit de Genève. Comme l'essai qu'ils célèbrent, ils n'ont rien perdu de leur actualité en cette fin de XXe siècle, tant il est vrai que le fédéralisme, la démocratie et la personne, au cœur de la notion des droits de l'homme, sont encore loin d'être devenus le patrimoine commun de toute l'humanité, que la communauté internationale peine toujours à endiguer, les fléaux de la guerre, de la misère et de la maladie. Que l'Europe, enfin, l'Europe nouvelle qui ressemble à s'y méprendre à celle de 1919, du Portugal aux pays baltes et de la Norvège aux Balkans, se cherche encore. Europe à deux vitesses ou Europe à géométrie variable. À dire vrai, aujourd'hui, 2/3 de siècle après sa parution, l'essai politique de Robert de Trat mérite d'être lu à plus d'un titre. C'est qu'il apparaît hautement significatif en raison de sa place dans l'histoire des mythes politiques, dans l'histoire de l'organisation de la société internationale, comme dans l'histoire de la littérature. L'Esprit de Genève s'inscrit d'abord en effet dans l'histoire des mythes politiques, de ces représentations mobilisatrices pour les hommes d'action comme pour les masses, de ces idées-forces comme l'idée de chrétienté ou l'idée d'empire, qui commandent le déroulement de l'histoire ou ordonnent l'organisation de la société par leur ampleur et par leur globalité. C'est que l'essai politique de Robert de Trat vient donner forme nouvelle au mythe de Genève qui relaie au XVIe siècle à la fois le mythe de Rome et l'idée d'empire, au moment où prend forme en Orient, avec prééminence de l'empire de Moscou, l'idée d'une troisième Rome. Il s'agit de la représentation idéale de la cité du bout du lac Léman, galvanisatrice des énergies et inspiratrice des institutions qui s'incarnera non seulement au XVIe siècle dans le mythe de la Rome protestante, citadelle de la foi et cité du refuge, métropole des églises réformées, mais encore au XVIIIe siècle dans celui de la République éclairée, celui de la démocratie modèle que Rousseau propose en exemple à l'Europe entière, ou celui de la cité de la tolérance et de la religion raisonnable qu'accrédite un d'Alembert dans son article Genève de l'Encyclopédie. Voire, au XIXe siècle, dans celui du foyer de l'humanitarisme, cet humanisme en fonction du malheur qui naît d'un regard neuf sur les blessés et les prisonniers de guerre. Avec l'essai de Robert de Trat, il s'agit au premier chef, et c'est là l'objet de toute la première partie de l'essai, intitulée Une mystique, d'élucider la filiation de l'Esprit de Genève avec les formes antérieures qu'a prises le mythe de Genève au cours des siècles en identifiant les sources. La Réforme protestante, le siècle des Lumières, la Croix-Rouge, et les figures fondatrices, Calvin, Rousseau, Henri Dunant. Ce faisant, à définir l'Esprit de Genève comme l'alliage du désir d'émancipation de la Réforme calvinienne, de l'optimisme anthropologique et politique de Rousseau et du sens de la compassion universelle de Henri Dunant, et à en décrire la transmutation en idéal d'innombrables inconnus de toute race dispersés à travers le monde
et l'invocation par la plupart des nations de la Terre, Robert de Thra contribue directement à façonner un nouveau mythe de Genève, celui de la capitale des nations, de la ville de la paix et du temple de l'humanitaire. Tout à la fois haut lieu de la nouvelle organisation du monde, où nul homme n'est étranger, et ville sainte de la religion de l'homme, où l'on ne demande plus quelle est ta foi, mais quelle est ta souffrance. Le nom même de Genève, rayonnant au-dessus des significations particulières, relève-t-il de façon révélatrice, subit l'étrange aventure de se transformer en symbole. Il s'en faut de beaucoup cependant que ce Genevois, par alliance, donne dans le chauvinisme. Il suffit pour s'en convaincre de relire les pages qu'il consacre à l'opposition entre l'esprit de Genève et l'esprit genevois. Il y a le Genevois qui ouvre sa porte et celui qui la tient close. Comme de reprendre ses développements pleins d'humour sur les liens existants entre la principale industrie des Genevois, la banque, et l'idéalisme universaliste de l'esprit de Genève. On commence par spéculer sur le cuivre et on finit par spéculer sur l'éternité. C'est que le mythe s'enracine dans le genius loci et que Robert de Thra connaît bien, par cette sympathie divinatrice qui fait toute la valeur de ses études biographiques et littéraires, les dimensions qui caractérisent celui de sa ville d'adoption. Son tableau de la haute ville, au crépuscule d'une journée d'été, apparaît comme un modèle du genre avec le double mouvement de recueillement et d'expansion qu'il décèle dans la structure même de la cité et qui en jalonne effectivement toute l'histoire du bourg fortifié, oppidum, des allobroges décrits par César au marché romain de l'époque impériale et de la citadelle assiégée de la réforme protestante à la ville ouverte du radicalisme triomphant du siècle dernier. Mais l'esprit de Genève constitue aussi un jalon dans l'histoire de l'organisation de la société internationale. À cet égard, la publication de l'essai de Robert de Thra, qui intervient en 1929 au lendemain de celle de Genève ou Moscou, 1928, de Drieux-La Rochelle, et, comme en écho au dilemme évoqué par Albert Thomas lors de la fondation du Bureau international du travail en 1920, ou Genève ou Moscou, ne tend pas seulement à opposer deux symboles ou deux modèles, celui de la négociation et de l'organisation fédérative du monde, ou celui de la lutte des classes et de l'instauration, programmée en 1924 par la première constitution de l'Union soviétique, d'une république soviétique socialiste mondiale. Coïncidant avec le 10e anniversaire de la Société des Nations, comme avec la pose de la première pierre du futur Palais des Nations, elle témoigne à la fois du premier essor et de la pérennité d'un idéal, celui de l'établissement d'une société internationale fondée sur les règles suprêmes de la morale et du droit, et régie par les principes de la démocratie et du fédéralisme. C'est à la mise en œuvre de cet idéal, affaire de méthode et de moyens, d'ordre tout à la fois politique, juridique et économique, où se mêle mystérieusement un élément messianique et un élément cynique, que s'attache Robert de Thra dans la deuxième partie de son essai, intitulée « Une technique ». D'aucuns jugeront sans doute aujourd'hui cette partie du livre la moins actuelle, à raison de la part faite au fonctionnement des organes de la défunte Société des Nations, l'Assemblée et le Conseil, comme à celui des institutions mises en place par ses fondateurs pour dire le droit entre les nations, la Cour permanente de justice de la Haye, et veiller à la protection des travailleurs, le Bureau international du travail, et certains n'auront pas tort de tenir ces dernières pages consacrées aux conditions économiques de la paix pour les plus faibles de tout l'essai à raison des généralités développées au sujet des impératifs de l'interdépendance économique entre les États et de la nécessité d'un fédéralisme économique européen. Il ne faudrait pas, cependant, se méprendre sur cette deuxième partie de l'esprit de Genève. Les considérations que développe son auteur sur les conditions juridiques de la mise en œuvre des idéaux genevois recèlent certaines de ses vues les plus profondes, qui révèlent en lui le chrétien de tradition calviniste et qui annoncent par avance son ralliement ultérieur au mouvement de restauration néo-calvinien de son ami, le pasteur Jean de Saussure. Ce qui frappe, en effet, au cœur de son exposé des exigences de l'esprit de Genève sur le plan juridique, c'est d'abord sa double conviction de l'ampleur du mal. L'immense conspiration du mal, le mal est universel, et du défi qu'il représente pour les hommes de bonne volonté assez humbles pour s'en prendre à toutes ses formes. Une injustice réparée, une douleur consolée, même dans l'existence la plus humble, la plus secrète, et l'univers entier s'améliore. Nous vivons, sans le savoir, de ces rétablissements inconnus,
de ces victoires minuscules qui conjurent en partie l'immense conspiration du mal. L'esprit de Genève ne semblerait qu'une expression vague, un symbole inopérant, s'il se bornait à accepter. Mais il proteste et il transforme. Au-delà de l'évidence actuelle, il tente le futur. Et ce qui frappe ensuite pour ce contenteur des chimères, pressenti dans toutes les idéologies, et pour ce pourfendeur de l'homme abstrait, perçu dans toutes les formes de pacifisme, c'est ce sens aigu et très concret du prochain qui se dévoile sous le déguisement de l'humanitaire. Dans beaucoup de milieux, il est élégant ou drôle de plaisanter l'esprit de Genève, fertile, dit-on, en chimère. Est-ce que la souffrance, les larmes, le désespoir, c'est de l'idéologie ? Vais-je demeurer impassible devant l'illimité du malheur humain ? Il ne s'agit pas de l'homme, en soi, conçu comme un objet de congrès pacifiste, mais d'êtres qui ont faim et soif, qui gémissent, qui se révoltent, et qui ne sont pas inventés pour les besoins de la cause, mais qui appellent au secours. Les épidémies ou le vice ou la souffrance, on ne les réprimera efficacement que par les méthodes d'étude, puis d'entente, puis d'application générale. Le mal est universel. Il faut donc l'attaquer partout. Cernons-le tous ensemble. L'adjectif humanitaire met en défiance. Je crois bien, on s'en est tellement servi et dans des intentions si diverses, mais je cherche et je saisis sous ce déguisement le mot plus vrai de charité. Non la charité condescendante, bien pensante et soucieuse de mérite, mais la charité pure, née d'une solidarité d'origine et de destin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, sans motif intéressé à égalité parce que frère. Mais ce calviniste, sensible à l'omniprésence du mal et soucieux d'efficacité dans le combat qu'il faut mener contre toutes ces manifestations, n'a rien d'un sectaire. Il demeure ouvert à toutes les formes de lutte, comme à tous les mouvements qui œuvrent aux mêmes fins, innombrables unions, alliances, associations, ligues et autres institutions internationales, aujourd'hui qualifiées d'organisations non gouvernementales, et dont il dresse un premier inventaire dans la 3e partie du livre, sous le titre significatif « En marge de la Société des Nations », qui offre un témoignage complémentaire de ce prime essor de l'esprit de Genève. Il n'est pas jusqu'à son approche critique nuancée de l'attitude de Rome face au mouvement œcuménique qui voit une société des églises se superposer à la société des nations, et jusqu'à son éloge de l'admirable rôle d'arbitre et de pacificateur joué par les papes dès le Moyen-Âge, et dont, à son sens, a hérité le pontificat à notre époque, qui ne le révèle aux antipodes de toute espèce de sectarisme et profondément étranger à l'antipapisme militant de certains protestants de notre fin de siècle. C'est aussi que Robert de Thras apparaît convaincu de l'importance du commun héritage chrétien de cet humanisme moderne que représente en définitive sur le plan psychologique l'esprit de Genève, comme il s'attache à le formuler dans la dernière partie du livre, sans doute la plus actuelle au regard de sa place dans l'histoire de l'organisation de la société internationale. Pluralisme et fédéralisme, conscience de la mission de l'Europe et sens de l'intégration des cultures et des valeurs nouvelles, tels lui paraissent les maîtres mots de cet humanisme moderne. C'est qu'à l'opposé de l'internationalisme révolutionnaire qui prétend effacer les frontières et tout confondre dans un magma informe au cruel lendemain, comme on le constate aujourd'hui des Balkans au Caucase, c'est dans la variété des États et dans le fédéralisme qui les articule au lieu de les agglutiner qu'il situe la base de l'international moderne, tant il est vrai que sur le plan psychologique précisément, l'esprit de Genève tient dans la justification des particularismes au moment de les associer et de les orchestrer. Il s'en faut de beaucoup, toutefois, que ce pluralisme soit symbole de démission. Le snobisme bolchevique, le snobisme oriental, le snobisme nègre n'ont-ils pas assez duré avec leur goût de veulerie et de reniement ? S'interroge-t-il de façon rhétorique et selon la terminologie de l'époque pour mieux affirmer sa haute conscience de la mission de l'Europe, héritière d'Athènes et de Jérusalem, du sens de la raison et de la valeur irremplaçable de la personne. Grecque et chrétienne, et Rome n'a fait qu'amplifier et parfois corrompre ces termes essentiels. La civilisation européenne est une civilisation de la personne. Nous, Européens, nous avons inventé la dignité humaine. C'est afin de la garantir que nous nous sommes battus pour la liberté, que nous avons fait des révolutions et des guerres. Affranchir la créature non seulement des tyrannies politiques, mais des fatalités sociales,
Telle est l'inspiration du mouvement démocratique qui commence en Occident dès le Moyen Âge. Et l'affranchir de la terreur et de l'ignorance devant l'univers, un tel mobile inspire des chercheurs innombrables dans les laboratoires. Raison personnelle, foi personnelle, sens critique personnel, art personnel, c'est par ces traits que l'Europe, et quiconque se réclame d'elle, diffère du reste du monde. Et marquant bien son allégeance chrétienne, il ajoute dans une autre opposition de l'esprit de Genève à la tentation orientale. À Dieu, la créature fait face. Même prosternée, elle ne demande pas à se dissoudre. Sa prière, c'est l'effort pour établir une relation, c'est-à-dire pour se maintenir tout en s'unissant. Le héros d'Europe n'accepte pas d'être anonyme, silencieux et contraint. Il jette son défi ou son appel à la puissance qui sans doute le vaincra, mais pas avant d'avoir entendu sa voix. Sa grandeur se mesure à sa résistance. Je l'appelle un briseur de fatalité, un ennemi irréductible de l'inertie, du néant. Tandis que le bouddhiste cherche à éliminer la souffrance en la considérant comme une chose étrangère, lui, ce chrétien de toujours, il l'incorpore pour s'enrichir, il s'en sert pour se transfigurer et, en traversant la mort même, pour devenir enfin la personne qu'il est. L'esprit de Genève est né de cette tradition. Pareille proclamation de la mission de l'Europe dans la société internationale n'est pas pour autant négation de l'autre, elle est reconnaissance de sa différence qui postule l'affirmation de deux identités. En conséquence, si la culture d'aujourd'hui est cosmopolite, si elle apparaît dorénavant multiple, elle ne doit pas être hybride. Je veux dire, souligne à cet égard Robert de Thra, en s'en prenant au cosmopolitisme de confection, fait d'échantillons pour catalogue comme au cosmopolitisme de palace. Que chacun, avant d'aborder les œuvres étrangères, doit être solidement installé dans sa race, ses traditions. Une bonne culture cosmopolite ne peut se baser que sur une bonne culture nationale. C'est cet enracinement qui permet seul la curiosité, fondement de l'humanisme, aux antipodes de la crédulité béate du primaire, au génie de ce qui est lointain ou bizarre. Il faut relire ces pages admirables sur la curiosité, qui n'est pas une tolérance amusée de collectionneur, mais participe à ce qu'elle découvre, comme sur le défi de l'intelligence moderne, qui est de rassembler les éléments hétéroclites de la réalité, les maintenir vivants et autonomes, sans les fondre ensemble, baser la vie sur un conflit enfin accepté. Il faut méditer surtout l'avertissement final du livre sur les conditions de la survie de notre civilisation, qui tient de notre faculté d'intégration. Le sort de notre civilisation tient à sa capacité d'intégrer des valeurs nouvelles et opposées, tout en demeurant fidèle à l'affirmation de la personne. Il faut agrandir l'esprit. Robert de Thra, on l'aura compris, apparaît bien davantage tout au long de ce livre qu'un simple essayiste politique comme notre fin de siècle en fourmille. Il est bien autre chose aussi qu'un historien de la société internationale, comme d'aucuns pourraient l'imaginer à lire son essai de l'Alliance des rois à la Ligue des peuples de 1936. Il s'apparente bien plutôt, et c'est là tout l'intérêt de l'esprit de Genève, au regard de l'historien de la littérature, soucieux de situer son auteur parmi les écrivains européens, à la tradition des moralistes français, voire à celle des libérateurs engagés, entre Benjamin Constant et Albert Camus, à cette famille d'écrivains portés, par leur sens de l'analyse psychologique, mais aussi par leur besoin d'engagement social, à élucider et à méditer les traits caractéristiques de l'humanité de leur temps. On peut dire à cet égard que l'esprit de Genève, que Denis de Rougemont aimait à comparer à l'esprit de conquête de Constant, occupe une place à part dans l'œuvre de Robert de Thra. Il se situe en effet entre les écrits de l'engagement littéraire et patriotique des années de jeunesse qui culminent dans la fondation, en 1914, de la nouvelle société helvétique, de ses contributions helvétistes à la voile latine, entre 1906 et 1910, à son Homme dans le rang, de 1913, cet étonnant tableau de la vie militaire qui fit date en son temps, mais aux accents aujourd'hui singulièrement désuets, et à la discrète mais abondante œuvre romanesque de la maturité, au titre si révélateur d'un écrivain de l'intériorité. La puritaine et l'amour, 1917, Fiançailles, 1922, L'écorché, 1927, Le pouvoir des fables, 1935, L'ombre et le soleil, 1942, La blessure secrète, 1944. C'est que l'esprit de Genève correspond à un double tournant dans la vie de l'œuvre de Robert de Thra. D'abord, celui d'un nouvel engagement socio-politique ouvert dans le monde et ralliant les idéaux de paix et de dialogue des cultures de la Société des Nations dans le respect des patries.
C'est celui qui le voit à la fois créer le secrétariat des Suisses à l'étranger, en 1919, et réaliser son entreprise majeure de publiciste européen, la fondation et la direction, 10 ans durant, de la Revue de Genève, de 1920 à 1930, qui sera internationale, mais non internationaliste, et sera intersociale sans être socialiste. Ensuite, celui d'un approfondissement de son christianisme dans le sens d'une redécouverte du message de Calvin. C'est là ce qui explique sans doute les pénétrantes observations et réflexions morales de l'esprit de Genève, déjà présentes dans ses évocations de voyageurs en Europe centrale et septentrionale. Dépaysement, en 1923, ou au Proche-Orient. Dépaysement oriental, en 1928. L'amour dont on a soustrait le sacrifice est devenu l'humanitarisme, la charité qui se donne a dû céder la place à la justice qu'on exige. Ou, dans les fines notations psychologiques de ses biographies littéraires, comme celle de son Alfred de Vigny, 1926. Vigny n'accepte du christianisme, et encore, qu'une moitié, la détresse de la créature, non la conversion de sa souffrance par un rédempteur. Si le Vauvenargues de la rue des Granges de Legris fait bien figure de moraliste dans l'esprit de Genève, comme à travers tant de ses biographies ou de ses essais de critique littéraire, des portraits d'officiers écrivains de 1913, tels son Vauvenargues capitaine d'infanterie ou son Stendhal dragon, à ses études de 1921 sur Benjamin Constant ou sur Amiel, il offre, en pleine littérature du XXe siècle, la figure peu commune, parce que nullement caricaturale, d'un moraliste calviniste au sens où François Mauriac l'entendait en lui rendant hommage le 13 janvier 1951, quelques jours après sa mort, dans le Figaro littéraire. La réussite du calvinisme, c'est d'avoir donné naissance à un certain type humain, très noble, très secret, d'une fierté un peu ombrageuse, mais qui sait n'être pas importune, qui a les manières exquises du monde, mais qui n'en a pas l'esprit. Un type d'homme dont la conscience toujours en éveil surveille chaque geste et chaque pensée, et dont, peut-être, la vertu dominante est la pudeur. Notre époque n'est point faite pour les délicats de cette race, ceux qui parlent à mi-voix s'y font mal entendre. Un jour, peut-être, écœurés par l'exhibitionnisme littéraire, une génération s'éprendra de ces écrivains qui ont dressé au seuil de leur œuvre un ange dont le doigt sur la bouche semble faire le signe du silence. Préface d'Alfred Dufour.